sur mon ordi. Hop, bah, je vais partager mon écran, du coup. Donc arrêtez de dire des bêtises. Mets une cassette dans le Faut magnéto, plus c'est dire de parti. bêtises maintenant. C'est bon, allez. Oui. On a le droit de boire hein, quand même, toujours. Ouais. Le plus important, c'est dans l'apéro, il y a apéro. Bah, quand même. Un petit warning, un disclaimer. Quoi? L'édition 0x67, parce que en langage scientifique, en hexadécimal, tu mets un 0x pour dire que Pas 67. très malin d'ailleurs, hein, c'est... T'es vraiment bourré qu'on a choisi ça. Hein. Ouais, on Je- était dans un bar, il paraît. Je me permets C'était voté d'inviter là-bas. ceux qui présentent pas à couper leur micro pour éviter Je vais le mettre. les bruits de fond. Merci. Eric, c'est bon pour toi? Yes. Ok, nickel. Et bon, on va commencer du coup. Bah, merci en tout cas de nous accueillir pour cette 103e édition. Hein, donc, ouais, c'est 103, le 0x67. Cette 103e édition de l'apéro. Donc, c'est la première fois qu'on vient en fait à ce meet-up. Donc, on ne connaissait pas trop vos attentes par rapport au sujet. Est-ce que c'était plus technique, plus présentation de produits? Bah, du coup, en fait, on a décidé de faire les deux, tout simplement. Et puis, de toute façon, bah, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Donc, bah, peut-être qu'on continuera justement les présentations et peut-être pousser sur certains points s'il y en a la demande. Et, Ouais, ça a l'air, hein. et donc, pour montrer un petit peu pourquoi est-ce que Qt est né, on va commencer avec une petite vidéo. Hop. Je ne sais pas si on peut lancer directement. Hop. Voilà, nickel. Yes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Bon, on va aller assez vite sur l'introduction générale et tout, mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on vieillit tous. Désolé, mauvaise nouvelle. Surtout en mai, il y a plein d'anniversaires. En gros, ça, c'est un moyen de vous montrer facilement que la population mondiale, elle vieillit. C'est un index. Donc là, on est en 2020 bientôt. On va voir que la France, elle est plutôt dans les rouges foncés, quoi. C'est-à-dire que la moitié de la population a plus de 40 ans. Si on divise la population en deux parts égales, il y en a la moitié. L'âge médian, c'est donc 40 ans. Et ça fait que s'accentuer. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en un seul chiffre, on résume, c'est un index qui résume assez bien cette histoire-là de vieillissement et vous savez tous bon, les problématiques associées, quoi. Il y a 4 ans de ça, il y a 5 ans de ça, notre directeur Antoine Bataille a découvert un robot de téléprésence en fait et il s'est dit tiens, qui était fait pour des réunions je crois à l'origine et il s'est dit tiens il y a quelque chose à faire avec la robotique pour les personnes âgées, pour les personnes qui peuvent pas bouger de chez eux quoi, pour leur permettre de découvrir le monde quand même. En gros c'est ça l'idée. Voilà, je sais pas si Baptiste tu peux. Yes. On va vous parler de quoi? On va vous parler de notre équipe, des technologies qu'on utilise rapidement, des services qui sont offerts par le robot et de là où on en est, parce qu'effectivement, ces derniers temps ont été assez mouvementés chez nous. Voilà. Puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si Baptiste... Désolé, je coupe juste. Un truc vite fait. Ouais, vas-y. Hop, voilà. J'entends un bruit, je m'entends en double en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc moi je m'appelle Pierrick, j'ai bossé juste avant d'arriver chez Qt dans un centre d'innovation dédié aux objets connectés qui s'appelle le CITC, qui est basé à Lille. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sous forme d'association en plus. Enfin, c'est assez chouette, vous pouvez aller voir leur site, ils font pas mal de choses. Et je développais des prototypes plus ou moins grande échelle, on va dire, pour tout ce qui est alors maison intelligente, maison connectée, smart building, voilà tous les termes qui vont bien avec. Et puis il y a maintenant 1 an à peu près, je suis arrivé chez Qt pour, dans un premier temps, bosser un peu sur la partie robotique, qui était encore à finaliser à ce moment-là, et la connexion de Qt avec son environnement via les objets connectés en fait.
Voilà. Comme j'ai pris la présentation de Baptiste et qu'il avait mis qu'il aimait bien la bière et le footing, j'ai cherché, en fait, à part mes poules et l'IoT, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Donc, merci pour la petite icône, Baptiste, d'ailleurs, ça rend super bien. Ouais, et puis pour ma part, moi c'est Baptiste, donc ça fait quelques mois seulement que je travaille avec Qt, et puis moi je travaille principalement sur toutes les parties applicatives, donc ce que vous voyez à l'écran, les interfaces, un peu de serveur aussi, parce qu'il y en a pas mal, et tout ce qui touche un petit peu au déploiement, ce genre de choses. Donc voilà, moi, si vous voulez des informations sur nous un peu plus rapidement, on a pour ma part une page GitHub, et puis bon, sur les réseaux classiques, vous pouvez nous trouver. Et comme Thierry l'a dit, voilà, la bière et le sport, le mec, il a tout compris. Truc hyper complémentaire. Ça, c'est moi. Donc, parce qu'on n'est pas que deux, en fait, hein, à développer ce robot, je propose de voir le reste de notre équipe. Donc, voilà, c'est Wow. la Q-Team, dans le respect le plus strict des normes de distanciation sociale. Donc on est 10 basés à Roubaix. Donc là, la photo elle a été prise il y a quelques mois. Et le petit robot que vous voyez sur la photo, eh bien, c'est le nôtre, c'est Qt, dont l'objectif en fait est de pouvoir recréer du lien entre les personnes âgées, qui sont en fait nos principales cibles. Et en fait, à ces personnes, on peut imaginer en fait plusieurs applications. Là, nous, on a décidé de plutôt se focaliser sur les personnes âgées, mais ça pourrait être les personnes qui ont subi un accident, par exemple. Et en fait, à toutes ces personnes, on va leur proposer de participer à des activités comme des cours de cuisine, de l'automassage, des cours de gym douce, etc. Le tout en visio avec un animateur en direct. Donc voilà, ça fait plaisir, et puis ça fait en voir un petit peu du pays pour les personnes qui sont isolées géographiquement de leur famille, etc. Donc, parce que Qt, c'est aussi deux plateformes. Donc, on a une première plateforme qui est donc, la plateforme web, l'application. Donc là, en fait, c'est plutôt une plateforme qui est dédiée aux animateurs, donc où il va être possible de créer des activités, de créer leurs sessions. Une plateforme aussi dédiée à la famille, où elle va pouvoir appeler les bénéficiaires des robots en visio, en direct, pouvoir aussi piloter le robot à distance ou lancer une patrouille de la maison, donc sans que la personne forcément décroche. Donc voilà, ça peut être pratique en cas d'absence, ce genre de choses. Et une plateforme aussi qui est plus dédiée aux administrateurs, donc avec tout ce qui est monitoring de la flotte de robots, la gestion des abonnements, etc. Et côté bénéficiaire, on a l'application embarquée. Donc là, les personnes âgées en fait, vont pouvoir s'inscrire aux activités, les lancer, passer des appels visio avec leur famille, lancer des petits jeux, etc., qui sont intégrés au robot. Des features assez intéressantes, on a le lancement du SOS, donc on a juste à crier à l'aide pour que ça appelle nos contacts d'urgence et que ça les alerte via SMS. Donc la personne a justement déclenché un SOS. Et donc si la personne ne se sent pas bien, on est en relation avec une plateforme de médecins, donc elle peut lancer une consultation médicale avec des médecins en direct, en visio. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la navigation sur le robot, elle est 100% vocale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Et puis après, bon, on a une dalle tactile où la personne peut naviguer à la main donc sans problème en cliquant sur les boutons. Et donc, la partie sûrement qui vous intéresse le plus, hein, parce que voilà, là, je vous ai parlé de pilotage. Il faut savoir aussi qu'on peut monter le coût pour s'adapter aux activités, hein, comme Thierry l'a dit tout à l'heure. Donc ça nécessite une communication un peu plus bas niveau, et puis c'est Thierry qui va vous expliquer un peu tout ça. Yes. Alors du coup, sur la partie de gauche, là, vous voyez les capteurs en haut et les actionneurs, si on veut, sur la partie basse. Donc le robot, alors peut-être que je vais pouvoir... Je vous montrerai sur le robot en live après, qui est juste à côté de moi. L'idée, c'est que sur le robot, vous voyez en bas, on a des petits capteurs. On a tout ce qu'il faut pour capter l'environnement, quoi. Donc on a des capteurs infrarouges et ultrasons. L'espèce de barre noire que vous voyez là en bas, c'est en fait une caméra 3D, hein.
qui va nous permettre de faire de la cartographie du logement et ensuite de s'y déplacer de manière autonome. Et puis voilà, puis en termes de capteurs, c'est à peu près tout. On a aussi la caméra 2D qui se trouve dans la tête, qui sert aussi de webcam pour les visios, en fait, hein, lors d'une activité ou lors d'un appel famille. Et puis, sur la partie plutôt supérieure, effectivement, on a un troisième moteur qui est dédié au cou et un bandeau de LED et un nœud papillon pour avoir un retour d'état un peu simple sur la batterie et l'état du robot. Est-ce qu'il est en train de réfléchir, est-ce qu'il vous écoute, etc. Parce que c'est pas forcément évident de gérer d'avertir l'utilisateur à quel moment on l'écoute et du coup il peut parler puisqu'on est en 100% vocal. Donc voilà, on utilise le système de bandeau lumineux pour prévenir de l'état. Concrètement, comment ça marche? Donc il y a la partie qui est dans la tête, hein, à laquelle je comprends pas grand-chose, que Baptiste et certains de mes collègues ont développé, qui est plutôt l'interface utilisateur, quoi. Qui communique avec toute une partie de l'API, enfin avec une stack, une suite qui est basée sur ROS. J'imagine que ça vous parle, mais au cas où je pourrais en dire un peu plus. Donc là, on est plutôt sur un ordinateur embarqué qui fait tourner tout un tas de composants ROS pour la cartographie, pour le calcul de trajectoire lorsqu'on veut se rendre du point A au point B, et puis également pour tout ce qui va être l'arrêt de protection lorsqu'on s'approche un peu trop dangereusement d'un mur ou d'une marche ou ce genre de choses. Et puis la dernière brique logicielle, on va dire, c'est la communication avec les cartes un peu plus bas niveau, qui est faite par le biais d'une bibliothèque d'une API qui est écrite en Rust. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un langage de programmation assez chouette. Pour moi, j'ai découvert en arrivant chez Qt et vraiment c'était une belle expérience, une belle découverte. Et donc on communique. Alors on a commencé avec des Arduino, hein, effectivement, mais aujourd'hui donc on a des cartes qui embarquent des microcontrôleurs et qui sont elles reliées à l'asservissement des moteurs, à la récupération des données des capteurs, etc. Je vois qu'il y a une question sur la 4G ou le Wi-Fi. Aujourd'hui, nous, on embarque, on est capable de se connecter à un réseau Wi-Fi. Dans certains EHPAD, on se connecte au Wi-Fi. Dans certains EHPAD qui sont équipés de Wi-Fi un peu trop restrictifs ou tout simplement qui ont un débit vraiment mauvais, on leur propose un modem 4G associé. Mais bon, le minimum, c'est Wi-Fi, avec un débit post-2005. Voilà. Baptiste, si tu peux passer à la suivante, on va zoomer. Juste Pierrick, est-ce que Ouais. tu peux me dire si jamais il y a des questions, tu sais, parce que je les vois pas comme je suis en train de présenter l'écran en même temps. Ouais. Ça marche. Thanks. Ça marche. Du coup, on est parti de. Alors ouais, la stack ROS, elle est assez complexe, donc je pourrais en parler 1 heure. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais généralement c'est des briques usuelles de ROS, hein. Est-ce que tu peux retourner sur Rust, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi. T'inquiète. Voilà, donc alors aujourd'hui, il y a possibilité de relier Rust et ROS directement via un truc qui s'appelle ROS Rust que j'ai pas encore eu le temps de tester plus que ça. Mais si je devais achever de vous convaincre, en gros, allez voir ce que ça donne Rust. On parlait de Java tout à l'heure, vous allez être content en découvrant Rust. Il y a un tooling qui est associé, qui est pour la gestion des dépendances, etc., qui est hyper chouette. Une communauté sympa et présente et toujours à l'écoute. Et c'est un langage qui est basé sur la sécurité, en fait, enfin, sur voilà, vous vous retrouverez jamais avec des pointeurs nuls, etc. Bon, sauf si vous faites des bêtises, quoi. Et puis surtout, c'est un langage fun à apprendre. Ça a changé un peu ma vision de la programmation, donc c'est assez chouette.
Et puis pour lier ça à Rust, qui est donc on utilise Rust CPP, et donc on est plutôt dans le monde du C++ pour ceux qui connaissent. On utilise CBindGen, qui est simplement un moyen de relier les deux mondes de Rust et de CPP. Et alors avant que j'ai un enfant, il y a quelques temps, je développais une librairie en Rust qui permet d'interagir avec un modem en océan. En océan, c'est un protocole domotique avec tout un tas de capteurs et d'actionneurs aussi qui fonctionne sans fil et sans pile. Donc j'avais commencé une implémentation de Rust, du protocole en océan en Rust, qui est toujours un work in progress et qui un jour sera terminé, je l'espère. Effectivement, je crois avoir une télécommande là-haut. Voilà un exemple. Et puis, j'ai failli vous faire une démo en live de la cartographie et après je me suis dit que j'allais passer 10 minutes voilà, avec l'effet démo à trouver pourquoi ça fonctionnait pas. Du coup, je vous ai juste mis une petite vidéo. Alors là, la cartographie, elle a été faite. Donc c'est une vidéo, voilà, je suis en développement, donc j'ai pas la tête de Qt sur le robot et tout ça, hein, je suis vraiment avec juste la brique minimale. Et donc là, j'envoie des commandes de déplacement autonome au robot, juste en lui indiquant à quel point je veux qu'il se rende. Pour ceux qui connaissent Airviz, assez basique, hein. Et le voici qui se rend à l'endroit voulu. C'est magique. Donc on utilise la caméra 3D pour récupérer, bon, en gros, un nuage de points qui correspond à ce qu'on voit devant le robot. On transforme ça en scan laser. Et ensuite, comme ça, on est capable. Alors là, pour la navigation, on utilise la stack navigation de ROS basique, entre guillemets, adaptée aux besoins, au fonctionnement du robot, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vais passer de l'ordinateur aux cartes embarquées, électroniques embarquées, et j'ai terminé sur ROS et Rust. Voilà. À toi, Baptiste. Wow. Je sais pas si on m'entend là. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Ouais, parce que si je fais espace sur le diapo, ça passe à la slide suivante. Si je fais espace sur le machin, ça, ça démute le micro. Il faut jongler entre les deux. Alors, ben, simplement, en fait, une vidéo un peu plus commerciale sur ce qui est possible de faire avec le robot. Donc, on s'est dit que c'était pas mal parce que bon, on aurait bien aimé vous faire une démo en live, mais passer un appel à travers Zoom sur le robot, on allait se retrouver avec du Larsen, donc ça n'allait pas être terrible. Donc, on a préféré vous faire une vidéo. Bonjour, moi c'est Brigitte. Lui, c'est Qt. Viens ici, Qt. Oh, c'est un drôle de compagnon, mais il connaît tout ce dont j'ai besoin. Bonjour Brigitte, votre activité cuisine est programmée pour 18h30. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie. Souhaitez-vous lui envoyer un message ? Super, il écrit mes messages. Et il les lit aussi. Pratique quand je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes. Vous aussi, vous avez peur de l'avion ? Moi, j'ai trouvé la solution. Charlotte est aux États-Unis en ce moment. Et je fais partie du voyage, grâce à Qt. Tenez, je voulais préparer les ingrédients pour l'atelier cuisine. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Alors j'ai demandé de l'aide à Qt. Il a tout de suite appelé ma fille. J'appelle vos contacts d'urgence. Oh, plus de peur que de mal, hein. Mais comme Sophie a insisté, j'ai quand même appelé un médecin. Entre nous, pas mal le docteur. Brigitte, c'est l'heure de votre activité cuisine avec Mélanie. Au menu, une bonne forêt noire. Et je peux vous dire qu'on s'est bien amusé avec les autres participants. Oh, j'ai plus le temps de m'ennuyer avec toutes les activités proposées. Et quand je pars en week-end chez mes enfants, je peux veiller sur la maison avec Qt. Éteins la lumière, Qt. Au revoir. Bon voyage, Brigitte. Et voilà pour la vidéo. Je sais pas si s'il y a des choses qui se disent, Pierrick. Pardon, j'ai pas entendu. Excuse-moi, c'est pas un réseau terrible. T'inquiète.
Donc voilà, donc pour la présentation du produit et puis pour terminer un petit peu donc là où on en est et puis nos actions futures. Donc avant le confinement, en fait, on avait commencé un déploiement aux USA. Donc il y a 5 robots qui devaient partir et malheureusement les frontières ont été fermées. Mais c'est pas grave hein, parce qu'on a toujours quelqu'un qui travaille depuis là-bas et qui est en permanence en train de rechercher des partenaires. Donc là, on est sur plusieurs accélérateurs. D'ailleurs, on vous a mis un petit lien en fait pour voter pour la startup dans le domaine du médical, mais un peu général, hein, j'ai l'impression. Et puis on est dedans justement, donc voilà, pour faire un peu de publicité. Donc comme Pierrick l'a évoqué tout à l'heure, on est en partenariat depuis peu avec quelques EHPAD, hein, parce qu'on s'est dit merde, on a un robot pour recréer du lien social, là tout le monde est chez lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, simplement prêter des robots aux EHPAD pour permettre aux personnes justement de passer des appels avec leur famille et de leur faire faire un peu d'activité. Et les activités, justement, hein, c'est assez important pour nous. C'est ce qui fait aussi notre variété de catalogue et c'est pour cela qu'on essaye aussi de développer notre réseau d'animateurs. Donc, on est en permanence en train de rechercher des nouvelles personnes qui seraient intéressées pour présenter des choses simplement, donc des activités de 30 minutes à plusieurs heures de mémoire. Et donc voilà, hein, si même vous, hein, si vous êtes intéressé ou alors si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour présenter des choses, ben, c'est la bienvenue. Donc voilà, on était concentré en fait sur les livraisons dans les Hauts-de-France, donc on en avait déjà quelques clients. Bien sûr, on a stoppé notre activité avec le confinement, donc peut-être qu'on reprendra dans quelques mois quand ce sera vraiment plus safe. Et donc si on en est là aujourd'hui, c'est après, c'est grâce à nos 4 ans de recherche et de développement sur le produit. On est toujours resté en petite équipe. De mémoire, là, on est à sa taille maximum, hein, 10 personnes. Je ne sais pas s'il y a déjà eu plus avant. Mais voilà, donc, en tout cas, on est vraiment content d'en être arrivé là aujourd'hui. Et on a également une thèse qui est en cours sur la reconnaissance de mouvement. Donc voilà, donc il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent pour la suite. On espère en tout cas pouvoir revenir pour présenter d'autres choses, des évolutions du produit, peut-être un peu plus techniques. Et puis, donc, comme on vous le disait, voilà, des petites photos de l'accueil de QT en EHPAD. Donc voilà, on en a 2 à vous montrer ici, simplement. Donc là, l'activité d'automassage. Donc c'est vraiment des choses qui redonnent le sourire en fait aux participants. Donc bah, nous, ça nous fait plaisir aussi, parce que c'est vraiment ce qu'on a recherché. Baptiste, j'ai eu 2 questions sur le chat. Ouais. Alors la première de Cibor, pour la reconnaissance vocale, est-ce qu'on utilise une appli réseau ou de la reconnaissance en local? Alors en fait, on travaille avec le text-to-speech et Dialogflow de Google. Donc text-to-speech pour transformer ce qu'on dit justement en texte. Après, le texte est envoyé à Dialogflow, où là, on va essayer de matcher justement le texte avec des patterns, des intents. On va justement renvoyer un intent à l'application et après, l'intent va être géré pour être dirigé vers, par exemple, une navigation de menu, etc. Un appel, envoyer un message. Et je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'il y a quand même un premier niveau en local pour activer ou désactiver justement ce lien avec l'extérieur pour des raisons de confidentialité. Et je dirais même que les API qu'on utilise sont proxifiées en gros pour pas que une fois sorti de notre système, qu'on puisse remonter jusqu'à l'utilisateur du robot. Je peux poser, c'est moi qui posais la question, je voudrais juste un complément par rapport à ça, parce qu'il y a des solutions. Le problème, c'est on sollicite forcément le réseau Google, et il y a des solutions qui sont de faire la reconnaissance vocale en interne. Notamment, il y a un projet où le modèle n'est pas encore complet, puisque c'est open source, sur le site VoxForge, qui requiert encore quelques dizaines d'heures d'enregistrement bénévole pour avoir un modèle qui soit open source et qui soit totalement intégrable sur des machines projet de robots. Donc j'invite tout le monde à enregistrer un peu sa voix pour finir en fait ce modèle. On va l'intégrer dans nos machines futures. Voilà.
Bah, c'est vraiment cool, merci du partage. En tout cas, on connaissait pas, enfin, pour ma part, je connaissais pas. Hop là. Et d'un seul coup, il y a eu tout plein de questions, c'est super. Je peux poser une question? Je Oui. peux poser une question? Ouais, en fait, je suis désolé, c'était un peu franc comme ça, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de boîtes de robotique qui font ce type de choses, et puis à la fin, bah, tout le monde dit, bah voilà, c'est une tablette. Enfin, on a du mal à voir quelles sont les choses que ne pourrait pas faire une tablette ou une caméra ou un réseau de caméras de surveillance dans le cas de la surveillance d'une maison. Je dis pas qu'il y a pas un gros boulot au niveau des applis, de l'interaction, voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on achèterait ce robot plutôt que de s'abonner à une appli, par exemple sur une tablette, et la tablette serait posée sur un trépied devant la personne pendant un moment. Par exemple, là, dans un EHPAD, on pourrait avoir une tablette qu'on pose sur trépied et qu'on met en face de la personne. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que les gens quel est l'intérêt de payer très cher? Parce que je suppose que ça coûte très cher d'avoir les moteurs, d'avoir toute la carlingue, etc. J'ai du mal à voir parce que en fait, c'est vrai que c'est une question un peu dure, mais il y a énormément de startups qui font ça et à chaque fois on revient toujours au même truc. C'est qu'est-ce qui fait que c'est un peu l'objectif de la robotique, quoi. Qu'est-ce qui fait que voilà, à quoi sert enfin, ce qui fait que qu'on n'est plus du tout dans le concept du smartphone, de la tablette avec qui on interagit ou de la vidéosurveillance. Bah, je pense que dans la question, il y a un petit peu la réponse. Tu as parlé de trépied, d'une tablette qu'on poserait sur un trépied. Là, l'avantage, c'est qu'on est aussi mobile. On a parlé de patrouille, de domicile, etc. Donc, c'est une chose, par exemple, qu'on ne peut pas faire avec une tablette. Alors, c'est pas non plus simplement un robot de surveillance. C'est-à-dire que bon, bah, ce robot, oui, il peut permettre à surveiller la maison si la personne âgée, voilà, on n'a pas de nouvelles pendant X temps. On peut prendre le contrôle du robot et puis se dire, ah bah merde, où est-ce que tu es? Est-ce que tu vas bien? Et puis en même temps, on peut la faire participer à justement des activités, comme tu disais, on pourrait très bien le faire via une autre application, hein. Mais voilà, je pense que c'est cette combinaison un peu aussi des choses. Et pour ajouter aussi un petit point, comme ça en même temps je réponds à Noémie qui a posé une question sur comment on a construit les interactions avec les utilisateurs. Moi quand je suis arrivé chez Qt, le prototype final était en test chez des clients en fait, enfin chez des testeurs tout simplement. Donc avant même d'avoir un robot en fait, nos collègues qui étaient là avant nous ont mené tout un tas de tests et d'expérimentations avec principalement du papier, et zéro tablette et zéro robot et simplement pour essayer de déterminer un peu le besoin, etc. Pour déterminer les fonctionnalités en fait qu'on devait ajouter au robot. Sur la forme robot et tablette à roulette, etc. En fait, ce qu'il faut voir, et vraiment c'est hyper impressionnant, c'est que en fait Qt ça devient un habitant de la maison en fait, ou un résident de l'EHPAD quoi. C'est une espèce de personnification qui est hyper intéressante. Ouais, c'est pas, en fait, c'est plus un robot une fois qu'il arrive là-bas, c'est Qt. Alors on a un EHPAD qui est sur Béthune par exemple, où bah, c'est Georges, c'est pas Qt. Enfin voilà, donc c'est une espèce de personnification. Pour finir avec les interactions, au-delà des fonctionnalités, il y a aussi sur tout ce qui est interface vocale en fait. Sur le prototype, on était plutôt en mode itération. À chaque fois, on rajoutait des possibilités d'interaction à la voix. Et là, dernièrement, on a un de nos collègues qui a un peu plus travaillé sur le côté construire vraiment je perds mes mots, construire l'interaction, la navigation dans les menus, etc. etc. Il a travaillé sur des choses aussi simples que ce qu'on donne, quel type de voix on donne au robot, et est-ce qu'il doit être plutôt jovial, est-ce qu'il doit vous voyer, est-ce qu'il doit tutoyer, etc. Donc, voilà. Il y a eu pas mal de travail là-dessus, et la réponse courte pour comment on a construit les interactions avec des utilisateurs, c'est vraiment des tests à foison en 4 ans. Et là, en fait, en réalité, au final, nos premiers robots industriels qui sont dans les EHPAD aujourd'hui, ils nous servent encore à réfléchir à la suite et à modifier en fonction.
Désolée, c'était moi, enfin, j'ai une Oui. amie que j'ai posé question. J'avais juste une petite question par rapport aux tests et tout, savoir si, en termes des dimensions testées, si ça incluait l'interaction, mais aussi un peu l'aspect émotionnel, des choses comme ça, ou d'autres choses, ou si c'était plus sur les besoins. Il y a eu des deux. La première brique, c'était vraiment les fonctionnels. Sur l'aspect plutôt, alors moi, un peu un culte du truc, j'appelle ça l'aspect psychologique ben voilà, j'accueille enfin, c'est un robot à la maison, c'est quand même un peu particulier. Pour ça, on a notamment pas mal, quand j'ai un collègue qui a pas mal discuté, enfin, qui a bossé sur le sujet, qui a écrit un mémoire en fait là-dessus, sur j'ai oublié le titre et tout ça, il va m'en vouloir, mais en gros, l'aspect plutôt psychologique du robot et de comment on interagit avec. Et puis, on est de plus en plus en lien aussi avec le monde de la recherche, voilà, où des chercheurs qui testent les robots et qui nous font des retours. Et donc, on en apprend aussi pas mal de ce côté-là, en fait, finalement. Je sais pas si, Baptiste, tu peux... Question sur le système de visio, conf call. En fait, Super. c'est un système maison qu'on a développé à base de WebRTC, de MediaSoup, client, serveur. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Alors, pour la suite, j'ai vu téléconsultation avec prescription médicale. En fait, comme on n'est pas forcément compétent sur le sujet, surtout un truc aussi sensible que la médecine, on est en partenariat avec une startup qui s'appelle HelloCare, donc où on consulte, on est mis en ligne en gros avec un médecin en 2 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une des premières briques technologiques extérieures qu'on a intégrées à Qt. Potentiellement, il y en aura d'autres ou pas dans le futur, on verra. Et puis, il y avait une autre question également sur où est construit le robot et combien de temps. Alors, où il se construit, c'est à Lannion, en Bretagne. Vous aurez bientôt, à mon avis, il va y avoir bientôt un reportage ou quelque chose comme ça de ce type-là disponible sur Internet, où vous verrez un peu plus, où on verra un peu plus. Et alors, combien de temps j'ai pas compris la question, mais si c'est depuis combien de temps ça fait maintenant 4 ans qu'on développe Qt, et là les premiers robots sont sortis de la chaîne de production, ouais, c'est ça, début mars, quoi. J'ai une petite question. Déjà, bravo pour le travail et puis d'avoir réussi à sortir ce produit-là là, au bout de 4 ans. En termes de cible marché, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelle est votre cible, qu'est-ce que vous avez identifié comme cible. Parce que là, j'ai vu une application pour la partie l'aide aux personnes âgées. C'est quoi le business que vous voyez? Et justement, ça recoupe un petit peu par rapport aux questions précédentes. Comment vous estimez quelle est votre part de marché en fait possible? Parce qu'en effet, il y a peut-être d'autres sociétés. Alors, des sociétés, il y a certainement des grandes qui ont dû imaginer des produits un peu de ce genre-là, peut-être différents, hein. Et donc, en fait, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous visez en premier. Je ne sais pas si vous avez forcément vous la réponse, mais en tout cas, votre stratégie, c'est d'attaquer sous quel angle, quoi, en fait. En fait, dans un premier temps, tu compléteras, hein, Pierrick, s'il y a des choses à rajouter. Dans un premier temps, en fait, on était plutôt destiné en B2C, donc directement en fait sous forme de location, sans engagement. Donc ça, en fait, on avait quelques commandes déjà. Alors, quand je dis, en fait, on a commencé la mise en production en début d'année, vraiment dans les premières semaines de janvier. Et donc voilà, on a fait un peu de com là-dessus, tout ça. Donc on a eu des premiers contacts, des premiers demandes d'abonnement qui devaient être livrés en fait à peu près période du confinement. Donc en fait, c'est des personnes qu'on a préféré ne pas livrer. Donc face à tout ça, en fait, il a fallu, on va dire, pivoter entre guillemets.
Et donc le pivot, en fait, c'est naturellement fait vers les EHPAD qu'on a contactés et qui nous ont contactés un peu directement. Et en fait, on réfléchit peut-être plus à faire du B2B et peut-être B2B2C éventuellement, donc plutôt sous forme d'achat justement par les grandes structures. Peut-être que ce serait des groupes d'EHPAD qui pourraient acheter le robot pour après soit le remettre en location à des clients, etc. Voilà. Donc, si je comprends bien, quand vous l'avez développé, le cahier des charges que vous êtes donné était assez large. En gros, il fallait, c'est une sorte de boîte à outils, multifonction un petit peu. Et l'idée, c'est que chacun trouve son bonheur dedans, non? C'est comme ça a marché ou j'ai du mal à comprendre en développant. C'est intéressant comme produit, mais j'ai du mal à comprendre comment on réussit à le développer en n'ayant pas l'identification du marché exact. C'est pour ça que. L'identification du marché, en fait, c'était principalement, en fait, c'était la personne. Et D'accord. donc, on a commencé, c'était la personne, et on s'est dit, bon, on va commencer justement par leur fournir un moyen de faire des appels en visio. Donc, voilà, il nous fallait un moyen de communiquer entre une famille et un bénéficiaire du robot. Et puis après, en fait, on s'est dit, ah bah tiens, on a pas mal de demandes en fait au niveau de la patrouille du domicile. On essaie d'être présent un peu sur les salons et les personnes nous demandaient est-ce que votre robot il permet de surveiller un petit peu la maison ou alors donc on disait bah non, non, pas encore. Et puis en fait, à force d'entendre ce genre de choses, on s'est dit ah bah tiens, c'est quelque chose que les utilisateurs demandent en fait. On est parti là-dessus. Et donc voilà, enfin, entre toutes ces choses, il y a l'activité, etc. Donc voilà, le réseau d'animateurs, création d'animalités, participation, etc. Donc on ne s'est En pas, fait, éparpillé, quoi, c'est ça. et puis on était sur quelque chose d'un peu nouveau, donc c'était un peu compliqué à l'époque pour définir directement en gros l'objectif à 2020 quoi. Et on voit que ça évolue encore, ça a encore évolué depuis quelques années. Je voulais revenir, j'avais écrit une question quelque part, mais donc le modèle économique, effectivement, maintenant on est plutôt sur de l'achat de robots. Et oui, pour la distanciation automatique, pour pas renverser la personne âgée chez elle, etc., etc. Effectivement, on a les capteurs d'arrêt de protection pour si c'est trop tard, quoi. Donc on va s'arrêter automatiquement avant de renverser la personne. Et avant ça, en fait, on a l'évitement d'obstacles. Où voilà, on calcule les trajectoires de manière à passer à une certaine distance des objets et des personnes. Et si il se trouve qu'il y a une personne qui passe devant, on a l'arrêt de protection. Et ensuite, d'accord. Régis qui renverse de la bière sur son clavier. Et est-ce que le système de visio conf call est ouvert aux autres services type Skype, etc. En fait, c'était aussi une volonté qui avait été identifiée, enfin un besoin qui avait été identifié de, au final, créer notre propre système de visio, notamment, et pas que, j'ai pas tout l'historique là-dessus, pour avoir gardé un certain contrôle, voilà, éviter de pouvoir, comment dire, que n'importe qui puisse contacter nos utilisateurs, quoi. Donc là, on contrôle, entre guillemets, qui s'inscrit, qui ajoute en contact quelle personne, etc., etc., pour que ce soit limité à la famille et aux personnes autorisées, quoi. Et quel est le prix? C'est une question qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, avec les EHPAD, on travaille avec un tarif de 5 000 € le robot en achat direct, du coup. Avec voilà, bon, c'est des chiffres qu'il faut comparer à d'autres à d'autres robots pour ceux qui trouvent que ça fait un peu cher. Bon, au final, je trouve que c'est pas trop mal à titre personnel. On a du mal forcément avec tout le matériel qui est embarqué, vous l'avez vu et vous l'aviez bien deviné, effectivement, avec les moteurs, etc., à avoir quelque chose de low cost en fait. Puis c'est quand même un peu une fierté qu'il soit fabriqué en France.
et ça joue aussi sur le tarif d'achat au final. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions, mais j'en ai peut-être oublié parce qu'il y en a eu pas mal. J'avais une autre question. Pour l'abonnement. J'avais une autre question. Ouais. C'était tout simplement du point de vue marketing, vous avez fait un benchmarking, il y a quand même pas mal de robots dans ce domaine-là. Vous avez fait le tour des concurrents, de comment ça se passe pour eux, ceux qui réussissent moins, les marchés, etc. Vous pouvez faire un petit... il en est ressorti quoi de votre étude des concurrents? Quels sont les gros du secteur? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qui est le plus juteux? Enfin voilà, ce genre de... Qu'est-ce qui est ressorti de votre étude des concurrents, du benchmarking de tout ce qui existe? Ah là là, alors là, je suis franchement désolé, mais je suis pas la bonne personne pour répondre à ça. C'est vrai que là, Et plutôt que vous dire des bêtises, je préfère de pas répondre. non, Désolé. ouais, enfin, on est assez jeune, on va dire, dans la boîte, mais par contre, il y a des personnes qui peuvent, il y a des personnes qui peuvent répondre, plus notre commercial, entre guillemets, qui a mené pas mal d'études là-dessus. C'est dommage qu'elle soit pas là, mais oui, on préfère pas dire de bêtises plutôt que. D'accord, ok. Désolé. Mais bon, pour les plus connus, j'ai vu un truc passer sur Buddy. Je pense que la principale différence qu'on a avec Buddy, bon, au-delà de la taille et de l'aspect physique du robot, c'est le fait que j'ai entendu tout à l'heure qu'on n'avait pas spécialement de cible dès le départ ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas forcément le cas en fait. Dès le début, on avait un objectif de recréer du lien social auprès de personnes isolées, auprès de personnes isolées et personnes âgées isolées, et on s'est vachement focalisé là-dessus en fait. Là où en tant que citoyen lambda, j'ai l'impression que Qt était un peu plus, que Buddy était un peu moins spécifique en tout cas à un domaine, et c'est peut-être aussi ça qui nous a aidé à avancer un peu plus vite, quoi. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Vous me voyez certainement maintenant. Voilà, donc moi je travaille chez Blue Frog donc pour Buddy, donc comme ça je peux répondre sur la partie Buddy. Enchanté. Voilà, enchanté. On se rencontre assez souvent avec l'équipe Qt depuis quelques années sur les salons, donc on connaît bien cette équipe et on aime bien ce que vous faites, évidemment. On est fiers aussi qu'il y ait au moins des groupes français qui s'intéressent à la robotique et qui créent des choses et qui les mettent sur le marché. Ça, c'est une vraie difficulté. D'ailleurs, nous, si on n'est pas encore tout à fait sur le marché, c'est qu'on a les difficultés d'industrialiser un produit et qui soit bien pour les promesses qu'on lui donne. Donc, pour un peu donner des idées sur les différences qui existent entre ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, il est clair que viser un marché de B2C est extrêmement ambitieux, et nous, en fait, c'est ce qu'on voulait faire au début, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout à notre portée, ni financière et ni dans la maturité technologique. Donc, voir des robots de ce type-là sur les étagères de la FNAC, je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir encore pour un bout de temps. Donc, le pivot qu'a fait Qt, c'est celui que nous, on fait aussi. C'est le marché qui nous demande de bouger. Néanmoins, au départ, on crée un produit avec un design et ce qu'on voulait en faire. Donc, par exemple, lever le coût de Qt pour qu'il soit à hauteur d'homme, ça c'est intéressant parce que quelque part, ça donne des aspects d'usage un peu plus larges sur des environnements qui sont plus publics. Nous, on est vraiment sur un produit qui reste dans le côté très émotionnel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avant qu'il soit fonctionnel. Néanmoins, on ne peut pas faire un produit purement émotionnel sans le fonctionnel parce que ça n'intéresserait personne. Et donc, le côté fonctionnel, évidemment, il se tourne autour de tout ce qu'on peut faire d'un point de vue risque technologique minimaliste, c'est-à-dire de la téléprésence. Et donc de la téléprésence pilotée, pas forcément en navigation autonome, on peut le voir d'ailleurs avec Qt. Donc c'est plutôt sur ce genre de choses, mais
la taille et le design qui est fait pour un robot, s'il n'a pas été pensé pour les cas d'usage, le pivot est difficile. On est obligé de rester quand même sur des usages sur lesquels il avait été imaginé au départ. Voilà, donc c'est vraiment ces grosses différences qu'on a aujourd'hui. On reste assez vaste, enfin assez transverse, nous, c'est clair, mais plus sur des interactions individuelles. Quand je dis individuelles, c'est-à-dire moi, notamment chez des gens comme Corian et tout ça, on nous demande à chaque fois de mettre Buddy dans les EHPAD. Ouais, super, mais sauf que Buddy dans les EHPAD, vous avez deux populations, une population qui ne bouge pas, une population qui court. Et Buddy dans les pattes des gens qui courent, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'il soit plus grand, il faut qu'il soit présent pour que les gens puissent l'éviter d'une façon sécuritaire. Et c'est pour ça que je posais la fameuse question de comment vous faites pour vous assurer de la distanciation justement sociale. C'est quand même un terme qu'on utilise souvent, mais c'est pas nouveau. Pour un robot, c'est savoir comment on fait pour être à distance des personnes qui sont fragiles et s'assurer qu'ils le soient vraiment. Parce que si vous mettez un robot chez une personne âgée qui a du mal à se déplacer, et on sait que les chutes des personnes âgées chez elles, c'est la prochaine étape vers un EHPAD, et 18 mois plus tard, c'est le décès. Hein, c'est une moyenne qui se passe. Et donc, pour éviter qu'on soit accusé de faire chuter les personnes âgées au lieu de leur faire du lien social, eh bien, il faut avoir une fonctionnalité de ce type-là qui soit très, très robuste. Et sinon, les proches ne voudront pas voir des robots déambuler chez les gens comme ça. Voilà. Et donc, le B2C, même dans ce type-là de robotique, reste quand même assez difficile si on n'a pas des fonctionnalités très robustes de ce type. Ouais, effectivement, c'est les deux principales difficultés qu'on a rencontrées au final, hein, c'est bon, l'industrialisation. Je pense que comme n'importe qui essaie de développer un robot ou des choses en tout cas nouvelles, c'est un peu l'épine, on va dire, le plus difficile là-dedans. Bon, ça, on est super content, on a réussi, quoi. Ensuite, sur le côté plutôt sécurité, ouais, effectivement, c'est un gros taf de sécuriser, entre guillemets, les déplacements du robot, parce qu'en plus de ça, il est comment dire, il est assez gros, quoi. Donc, si on peut éviter de rentrer dans son utilisateur ou de faire tomber des objets dessus, c'est pas plus mal. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on a avec le préventif entre guillemets plus l'arrêt de protection, on est plutôt bon de ce côté-là. On a encore sur des situations du style de ce qu'on va rencontrer en EHPAD. Là, on est en train de mener des tests sur des longs couloirs, par exemple, ce genre de choses, pour adapter la vitesse. Aujourd'hui, on a une vitesse relativement faible. On pourrait aller beaucoup plus vite. On va voir si voilà, on est en expérimentation pour voir si on pourrait accélérer un petit peu sans devenir dangereux, quoi. Justement, à ce sujet-là, vous allez pouvoir m'éclairer parce que j'avais en tête que d'un point de vue réglementaire, où il y avait un flou actuellement dans cette notion-là des objets qui évoluent dans le domaine privé ou voire même professionnel, en fait, de la responsabilité du fabricant par rapport à l'utilisateur. C'est le même problème aussi avec les véhicules autonomes, aussi, des notions comme ça. Il y a des zones de flou au niveau réglementaire. Est-ce que vous savez comment ça a été approché de votre côté en termes de responsabilité? Parce qu'en effet, après, aller prouver si c'est le robot ou la personne qui a chuté sur le robot ou quoi que ce soit, ça peut après vous embarquer dans des choses compliquées et dangereuses. Est-ce que vous avez, je présume que vous avez discuté de ça, mais moi jusqu'alors, j'avais encore en tête que c'était pas très évident. Alors nous, moi, à ma connaissance, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a une norme qui existe sur laquelle on s'est basé pour les robots compagnons à domicile. J'ai plus le titre exact, mais je pourrais vous la retrouver. Qui détaille en gros la plupart des fonctions de sécurité, etc., sur laquelle on s'est basé, en fait. Et puis à côté de ça, on a aussi été accompagné par un organisme de certification, quoi, pour s'assurer que tout soit OK.
Je vais essayer de vous retrouver après le nom de cette norme. Non, c'est intéressant, en effet, de savoir que c'est des normes européennes, non? C'est devenu européen, ça, non? C'est juste dans le droit français? En fait, c'est une norme qui est, je pense, adossée à la directive machine. Ouais, c'est la norme machine. La directive machine, ouais, ça, on connaît. Ouais. C'est la directive machine 2004, c'est ça? Alors, je vais vous retrouver ça tout de suite. En fait, dans la directive machine, en fait, ce qui est un peu ambigu, c'est que c'est finalement soi-même par rapport à l'utilisation qu'on va faire de robots, où on va dire quels sont les cas. En fait, il y a un premier classement. La première étape dans la directive machine, c'est qu'on doit classer qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui ne doit pas arriver. Et en fait, en jouant là-dessus, tout de suite, on passe dans des classes. Là, dans ma boîte, on fait du PLD, qui est le niveau de sécurité quasiment le plus fort. Après, il y a PLE, mais là, on est quasiment au niveau aéronautique. Mais j'en connais qui font des robots qui sont avec du public et ça reste PLB parce qu'ils disent oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va se bloquer contre la cheville, ça fera rien de mal, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu dans cette norme-là, ça paraît super précis, mais en fait, au départ, c'est quand même le client qui dit bah oui, non, là, ça sera pas dangereux. Est-ce qu'il y a il y a tout un aiguillage comme ça. Tu connais l'arbre, tu sais, il y a un arbre. C'est justement, comme j'entendais aussi, il y avait l'étude pour le marché américain, tout ça. Je pense que justement, je suis aussi dans d'autres domaines, je travaille avec des notions de normes aussi, et c'est très compliqué hein, d'engager la responsabilité d'une entreprise, hein, en tout cas quand on développe un produit soi-même. Et donc, je pense que dans ce sujet-là, typiquement, comme en plus on vient chez le particulier, ça peut rapidement vous mettre à plat si vous avez un processus d'eau. Donc, en effet, il faut être sûr de son coût. Je pense qu'au-delà des normes, il y a l'expérience utilisateur. Hein. Il est clair que le premier robot qui fera tomber une personne âgée et qui en décédera sera mis sur la place publique et sacrifié. Hein. De la même façon que le premier robot grand public qui sera hacké et où on prendra le contrôle à distance du robot sans que la personne ne sache, ça sera la même chose. Et une fois que ça sera su, c'est mort pour la boîte. Donc, au-delà des normes, la norme, c'est bien pour effectivement valider d'un point de vue juridique et se borner sur cette partie-là. Mais en fait, le juge de paix, c'est l'utilisateur. Et là, vous avez vraiment… Ah oui, il y a aux États-Unis, c'est ça? Vous avez un client aux États-Unis, c'est ça? En fait, on est dans différents programmes, dont certains où on n'a pas encore été sélectionné, tout ça. C'est pour ça que je vous ai envoyé le lien tout à l'heure pour voter. Et on est plutôt sur de l'expérimentation pour l'instant aux États-Unis, donc là on a un robot qui est là-bas pour l'instant pour les pitchs et tout ça, et là on a avant la pandémie, on avait pour ambition d'en envoyer 6 pour faire différentes expérimentations dans différents établissements. Alors ça marche pas tout à fait pareil le système d'EHPAD et de maisons de retraite, etc. C'est pour ça aussi qu'on a quelqu'un sur place, quoi. Mais ouais, effectivement, une fois ces expérimentations, en parallèle de ces expérimentations-là, va y avoir un petit peu de travail technique déjà pour adapter le robot au marché américain et potentiellement juridique aussi. Pour le marché américain, vous avez demandé donc l'assurance responsabilité civile à l'export. Parce que moi, mon assurance, elle a dit bon, ok, on fait tout le monde, sauf les États-Unis. Et après, on verra. Si vous voulez faire les États-Unis, ça fera x2 ou x3. Voilà, c'est l'état d'esprit des assureurs en ce moment. Ouais. Alors, je sais que ma collègue a eu une réponse positive. Après, dans les détails, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, on n'a pas eu de frein de ce côté-là aujourd'hui, quoi. Okay.
pour la suite des événements, on avait aussi Jonathan pour Vigibot. Je vais couper court, je suis désolé. Ouais, pardon. Ouais, pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète On pas. pourrait continuer encore longtemps, c'est le problème. Ouais, bah ça, on peut continuer. Bravo, en deux tout cas, heures. bravo. Bon courage. Merci beaucoup. Bravo, en tout cas, oui, en effet. Merci pour tout. Juste pour poser une dernière question, c'est juste, j'ai posé une question bête, mais le site, j'imagine que c'est qt.fr ou un truc comme ça, pour aller vous voir, pour être informé des news. Ouais, tapez Presque. simplement. Presque, d'accord. En fait, presque ça. je pense que le FR doit fonctionner. Comme ça, tu m'aides un petit peu. Ouais, c'est qt.io en fait. qt.io, d'accord. En tout cas, Pierrick, Baptiste, merci. Bravo, merci ouais. aussi que Ouais. j'avais Bon, on n'est pas hyper habitué à l'exercice, donc désolé s'il y a eu quelques bégaiements, etc. Mais en tout cas, ça faisait plaisir. Non, c'était top et merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Nous, on sera ravis de rediscuter avec vous de ce projet. Puis, Bah, IRL, comme on disait tout à l'heure, avec un robot. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous, oui, c'est très Et intéressant. alors, moi, Vous pouvez rester pour la suite, pas de problème. Hein. Je passe un message. Si je viens sur Paris un jour, je serai Ah intéressé. bah, il n'y a pas de souci. Tu viens, c'est tous les deuxièmes mercredis de chaque mois de la Gay Bar avant la fin du monde. Ah voilà, Quand tu viens, il n'y a pas de problème. Mais en plus, il y a des bières, mais elles ne sont pas virtuelles, celles-là. Oui, c'est de la vraie. Mais il y avait aussi des apérobos à Lille au dernier bar. Oui. On en a fait, on en a fait un peu, ouais. On a essayé au début et puis je sais plus, c'était Régis, un certain Régis qui s'en occupait sur Lille. Non, c'était pas toi, non. Non, parce que toi, sinon, t'aurais bu tout le bar. Bon, bref, peu importe. Et donc, ils sont montés à un moment donné à 120, je crois, 120 personnes. Puis, il s'est essoufflé parce que bon, il faut arriver à régénérer l'équipe un peu d'animation. Il avait du mal à trouver quelqu'un pour l'aider. Mais on a failli venir à Maker Faire Lille. Il y en avait. On a failli, ouais. Ouais, on était programmé pour cette année, ouais, pour être là-bas, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Donc bon, et pour les apérobos, tant que les bars ne sont pas ouverts, on fera en virtuel, il n'y a pas de problème. Tous les deuxièmes mercredis chaque mois, on continuera. Mais pour rappeler, pour relancer ça à Baptiste et Pierrick, encore merci, vous pouvez très bien lancer votre propre apérobo. Il n'y a pas besoin d'être spécialement membre ou autre de l'association Caliban, c'est ouvert. Le seul truc qu'on demande, c'est de communiquer et de donner les dates d'apérobo sur le Facebook. C'est juste histoire de partager tout ça. Mais sinon, si vous voulez faire un apérobo, même juste au sein de QT, il n'y a aucun problème. C'est open.